Bonjour à tous, les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour les rendez-vous de la mécanique en partenariat avec le CETIM et la FIM, la Fédération des industries mécaniques. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de technique de l'ingénieur, cliquez sur l'onglet magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau en fabrication additive vers une production agile et au plus juste. À cette occasion, on vous propose un état des lieux des technologies de fabrication additive métallique, leurs usages et leur champ d'application. Cette présentation a pour but d'offrir un aperçu réaliste et global de cette famille de procédés, de ses réalités techniques, économiques et pratiques, au-delà de l'engouement médiatique. Cette conférence en ligne est assurée par Quentin Charon, ingénieur d'études en fabrication additive au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Charon, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous, ceux présents ici et ceux disponibles en ligne. Comme l'indiquait les techniques d'ingénieurs, nous allons nous intéresser aux nouvelles technologies présentes en fabrication additive, notamment pour aller vers une production agile et au plus juste. Donc, tout d'abord, un rapide rappel pour certains sur la fabrication additive, ce que c'est concrètement. Vous avez ici la définition normée par la STM 52900. Donc, c'est un procédé consistant à assembler des matériaux pour fabriquer des pièces à partir de données de modèles en 3D, en général couche après couche, à l'inverse des méthodes de fabrication soustractive et de fabrication de mise en forme. Donc, concrètement, ça indique qu'on va travailler à partir d'un fichier CAO, tout d'abord. Donc, c'est une des grosses différences par rapport au procédé traditionnel, c'est qu'on va travailler non plus sur plan, mais à partir d'un fichier 3D. Ces fichiers 3D, on a un format quasi universel désormais en fabrication additive, qui est le format STL, qui est un ensemble de triangles qui s'apparente beaucoup au scan, au nuage de points. Ces fichiers STL vont être travaillés sur des logiciels dédiés, qui vont permettre de préparer les productions des pièces. Le principe de la fabrication additive est la production couche par couche. Donc, ces logiciels vont permettre de trancher ces pièces et de demander donc à une machine de fabrication additive de réaliser chaque couche individuellement et de sortir ainsi une pièce bonne. Donc, schématiquement, si vous avez une sphère à produire en fabrication additive, vous allez réaliser un ensemble de disques dont l'air va varier au fur et à mesure de la production. Une fois l'ensemble des couches sorties par le logiciel, on va pouvoir envoyer ces couches sur la machine de fabrication additive qui va se charger de produire chaque couche tout en les assemblant en même temps. On distinguera dans la production de cette pièce la production de la pièce même, donc c'est les couches qui seront utilisées pour la pièce pleine matière, et l'utilisation parfois de supports qui s'apparentent en fait à des échafaudages temporaires en général, qui permettent la construction d'éléments en dévers, évidemment, vu que nous ajoutons de la matière au fur et à mesure. Vous avez ici une vidéo d'une fusion laser sur les poudres, donc un des procédés les plus connus pour la fabrication additive métal dans le monde. Donc, vous voyez ici des couches successives de poudre appliquées, avec à chaque fois la fusion de ce qui s'apparente à un globe. Probablement ici, en fait, un demi-globe, il s'agit d'un cotyle médical, donc pour une prothèse de hanche. Voilà, vous voyez ici le racleur qui passe, qui vient déposer une nouvelle couche de poudre, puis le laser qui vient prendre le relais et qui vient fusionner localement les endroits qui nous intéressent pour la pièce. Les pièces qui sont fabriquées en fabrication additive ne sortent jamais vraiment finies de la production. On a toujours au moins du nettoyage à faire, dans lequel on utiliserait de la poudre. On a des enlèvements de supports. Les supports temporaires peuvent avoir à être enlevés manuellement ou par usinage. Il faut avoir du sablage de la pièce pour réduire la rugosité. Il faut avoir des finitions diverses, de l'usinage de zones fonctionnelles, etc. Donc la fabrication additive n'est pas un procédé qui est dépendant des procédés autour d'elle, notamment de l'usinage pour les finitions de support. Si on commence à s'intéresser au vaste spectre de technologies existantes en fabrication additive, donc on va aller plutôt vers la fabrication additive métallique ici.
On distingue deux grandes catégories. On distingue la catégorie de la fabrication directe. C'est une fabrication qui va utiliser la fusion du matériau. Donc, on va faire basiquement un soudage en fait de la poudre ou d'un fil qui va créer la pièce. On distingue deux grandes sous-catégories pour cette fabrication directe. La production en bain de poudre, où on distingue à nouveau deux technologies, la fusion laser et la fusion par faisceau d'électrons. Donc, ce système de bain de poudre, cela implique en fait le passage d'un racle qui va déposer des couches de poudre successivement. On va donc produire une pièce qui va être noyée dans la poudre. Il y aura donc une étape supplémentaire de dépoudrage qui sera à prévoir pour enlever cette pièce de la poudre. On a ensuite la deuxième catégorie, qui est la catégorie de déposition. Donc là, on va apporter la matière uniquement aux endroits où on souhaite avoir de la pièce. Donc, ça se prend sous deux formes, soit sous forme de poudre, c'est de la projection de poudre, donc sous un laser ou sous un faisceau d'électrons, ou un fil, donc la dépose d'un fil sous un faisceau d'électrons toujours, ou sous un faisceau laser. Cette dépose de fil, elle s'apparente beaucoup aux imprimantes 3D, par exemple, que vous avez, des imprimantes 3D polymères qu'on peut retrouver chez les particuliers, par exemple. La projection de poudre et la déposition de fil est particulièrement indiquée pour de la préforme, pour faire des ajouts de fonctions sur des pièces déjà existantes. Elle est très utile notamment pour faire des machines hybrides qui viennent combiner fabrication additive et usinage au même endroit. On aperçoit également tout récemment l'arrivée d'une nouvelle catégorie dans la fabrication additive métallique, dont on parlera plus en détail. Il s'agit de l'impression sans fusion. C'est-à-dire qu'ici, on va produire une pièce sans utiliser la fusion, mais en utilisant un autre moyen de mise en forme. Ça peut être très varié. On retrouve par exemple les impressions avec la vitesse, avec une projection de poudre à vitesse supersonique, par exemple. On retrouve surtout la mise en forme, la mise en forme avec une consolidation par frittage. Donc, on n'est plus sur la fusion, mais sur du frittage. On s'apparente beaucoup au final au Metal Injection Molding, où on vient utiliser une mise en forme avec une pièce à verre. On crée une pièce à verre par injection et qu'on va ensuite friter. Cette impression sans fusion, donc elle apparaît tout récemment en France et dans le monde aussi. On la découpe en général en 4 grandes catégories. La première étant donc le dépôt fil. On va déposer un fil polymère qui est chargé en particules de métal. Dans le cas du metal band jetting, on va imprégner des lits de poudre avec une colle. Dans le cas du SLA, on va venir faire converger des lasers dans une résine dans laquelle baignent des nanoparticules de métal. Et dans le cas du material jetting, on va venir projeter des gouttes de colle chargées en nanoparticules de métal. À chaque fois, on va aboutir à ce qu'on appelle une pièce à verre. C'est une pièce qui est un mélange de colle et de particules de métal. Cette pièce à verre, on va venir la délianter, on va enlever la colle, on va donc avoir uniquement du métal. Cette pièce sera alors très fragile, on va l'emmener ensuite en fritage, et c'est le fritage qui, en faisant se compacter la pièce sous l'action thermique, qui va créer la pièce 100% dense qui permet ensuite d'être intégrée dans un système mécanique. Alors, on va rapidement faire un petit aparté sur la fabrication additive au CETIM. Le CETIM travaille sur la fabrication additive métal depuis déjà les années 2010. On a commencé dans la fusion laser et on s'intéresse en fait sur l'ensemble des verrous à lever sur la fabrication additive, ainsi que les sujets qui sont à accélérer. Notre but, c'est de favoriser l'intégration de la fabrication additive dans les entreprises, que ce soit des grands groupes, mais aussi des PME, des startups. Parmi les verrous à lever, on retrouve ainsi des coûts de production relativement élevés, la capacité des produits ou encore l'éligibilité des matériaux. Et dans les sujets accélérés, on retrouve les règles de conception, les nouvelles supply chains et les standards de normalisation. Tous ces ensembles, le CETIM essaie d'y répondre. Jusqu'à présent, on était très fortement porté sur la fusion laser et maintenant on se dirige fortement vers les nouveaux procédés sans fusion, notamment les dépôts fils et le metal band jetting, donc la projection de liant sur lit de poudre. Concrètement, avec le metal band jetting, on arrive à répondre à 4 éléments à la fois et on vient apporter de nouvelles solutions dans ces domaines et on vient travailler sur ces domaines pour les accélérer et les implanter chez les partenaires. On a également le dépôt fil chargé donc, qui vient intervenir dans les coûts de production. Et également, les deux technologies combinées viennent intervenir dans les standards de normalisation et dans l'éligibilité des matériaux. Donc on agit sur les 6 verrous à la fois, sur les 6 items à la fois, et sur ces deux technologies respectivement. Un de nos objectifs actuellement au CETIM, c'est d'améliorer les capacités des produits et des process, car actuellement la fabrication additive est très présente, mais uniquement dans le prototypage, dans les très petites séries.
Le problème étant que le volume commercial disponible dans les prototypages et petites séries est relativement limité par rapport aux géants des domaines, comme l'automobile ou les équipements industriels. C'est pour cela qu'on va travailler sur ces procédés sans fusion, car ces procédés, en fait, viennent apporter une bien meilleure productivité pour l'instant et surtout offrent une meilleure capacité d'augmentation de la productivité. On retrouve ainsi le MBJ, qui peut répondre à quasiment l'ensemble de toutes les productions. Et on retrouve également le dépôt fil chargé, qui vient se placer principalement sur les équipements industriels avec une solution agile et rapide pour produire des petites pièces, des outillages, des équipements à une vitesse record. On va travailler également au CETIM sur les matériaux. Tout simplement, actuellement, la fabrication additive est très présente dans le titane. En effet, elle travaille avec l'aéronautique, avec le médical. Donc, on est par exemple très présent dans le titane ou dans le chrome cobalt. Le souci, c'est que quand on regarde les productions mondiales au niveau de ces matériaux, on se rend compte qu'au niveau du titane, on est très bas. On se retrouve à 0,1 million de tonnes, tandis que les aciers et les aciers alliés et les aluminiums sont dans le haut du panier avec plus de 18 millions parfois. C'est pour ça qu'on va essayer de développer de nouveaux matériaux, et notamment des matériaux mécaniciens au CETIM, qui vont permettre de partir vers des séries plus grandes et sur des matériaux plus communs pour les usineurs, pour les décolleteurs, friteurs et autres. Donc, ceci étant dit, je vous propose de faire un petit focus sur chaque technologie pour bien comprendre comment cette technologie fonctionne, préciser un peu, et pour que vous puissiez facilement aborder cet ensemble. Alors, au CETIM, on a l'habitude de séparer donc, ces technologies en 5 grandes catégories. Je vous passe rapidement. On a les technologies sans fusion, donc c'est celle que j'ai citée, c'est l'ensemble des 4 technologies que j'ai citées à la fin. Et l'ensemble avec fusion, donc, où on vient diviser à nouveau en lit-poudre et en apport direct. On se retrouve avec la fusion laser, la fusion par faisceau d'électrons, le dépôt de poudre et le dépôt de fil. Alors, on va parler tout de suite de la fusion laser, qui est la technologie la plus développée actuellement dans le monde pour la fabrication additive de pièces métalliques. Donc, vous voyez en haut une petite vidéo qui explique le principe de fonctionnement. Donc, on a 3 étapes simples pour la production de pièces en fusion laser. On a un plateau de production qui va descendre d'une épaisseur de couche. Donc, les épaisseurs de couche en fabrication additive sont très fines. En fusion laser, on a des épaisseurs de couche qui peuvent descendre à 20 microns. En moyenne, on est plutôt dans les 40-60 microns en épaisseur de couche. Le plateau va descendre d'une épaisseur de couche, on va appliquer une nouvelle couche de poudre et on va venir fusionner sur cette couche de poudre une section de la pièce. Une fois le process réalisé, on va à nouveau descendre d'une épaisseur de couche, puis remettre une couche et fusionner à nouveau. Vous voyez sur la vidéo différentes applications et vidéos de démonstration du procédé. Vous voyez ici notre machine EOS qui était présente au CETIM, qui est partie maintenant chez un de nos partenaires. On a produit d'autres types de machines, notamment des Trumpf. Vous voyez ici la production d'une pièce, donc qui s'apparente beaucoup à ce que vous avez vu dans la présentation de la technologie, de la présentation du principe de fabrication additive. On est en lit poudre, donc on voit bien qu'on a une notion de dépoudrage des pièces une fois celles-ci produites. L'avantage de cette fabrication par fusion laser est la réalisation de canaux, par exemple. On peut réaliser des canaux de refroidissement appelés conformal cooling, refroidissement plus proche de l'arête des outils, ce qui permet d'avoir des outils ultra performants. Un avantage également, c'est que l'on peut produire sur des embases existantes avec cette technologie, du moment que cette embase est plane. On peut donc placer un outillage déjà réalisé en usinage dans la chambre de production, puis recouvrir à nouveau pour rajouter des fonctions plus complexes que l'usinage n'aurait pas réalisé avant. On notera que la fabrication additive la fabrication additive par fusion laser pour des pièces complexes, donc avec des canaux internes, potentiellement complexes également. Cependant, on aura besoin de support. Donc, il y aura une étape d'enlèvement de support qui sera à prévoir. Fabrication sur embase plane possible. Et également, des traitements thermiques sont à prévoir, étant donné que c'est une des technologies les plus consommatrices qui crée de la fusion, qui vient fusionner notre matériau. On a donc la création de contraintes résiduelles, de déformations thermiques. Les déformations thermiques sont contenues par les supports et les contraintes résiduelles doivent être relaxées par la suite avec des traitements thermiques adaptés. Vous avez quelques exemples de pièces à droite, avec des échangeurs thermiques par exemple, ou des buses d'injecteurs de carburant pour G par exemple.
ou des structures tubulaires optimisées topologiquement qui permettent de minimiser le poids de la pièce, ce qui fait des pièces très intéressantes pour l'aéronautique par exemple. Au niveau des matériaux, on viendra appliquer en général des matériaux soudables, et avec du titane, du chrome cobalt, de l'aluminium, des aciers inoxydables par exemple. Donc les points forts de cette machine, de cette technologie, géométrie complexe, réalisation de pièces unitaires de petite série, grand panel de matériaux. Finalement, tous les matériaux soudables sont réalisables par ce type de technologie. Donc, ça nécessite parfois éventuellement un peu de développement. De très nombreuses machines, c'est la technologie la plus répandue dans son domaine, dans le domaine de la fabrication additive. Et donc ça se ressent, on a beaucoup de sous-traitants et on a beaucoup de recherches matériaux en cours, ce qui fait qu'on a un grand panel, c'est ce qui fait également qu'on a un grand panel de matériaux. Les domaines d'application principaux, les outillages, le médical, l'aéronautique, le spatial, voire le luxe éventuellement. Les points faibles de cette technologie, c'est qu'on a une productivité encore très faible, notamment au fait que le faisceau laser qui est utilisé est dirigé par des miroirs. Donc on a une saturation en vitesse de déplacement due à la vitesse des miroirs. On a un coût qui est encore élevé, on a des coûts de production machine, mais on a aussi tous les coûts de post-traitement qui doivent être à prévoir, l'enlèvement des supports nécessite un usinage qui peut parfois être complexe. Un état de surface qui là malheureusement n'est toujours pas un état de surface d'usinage, c'est-à-dire qu'un état de surface de fusion laser est entre 10 et 20 microns en général, selon la technologie et le type de machine. Présence de support donc à enlever, contrainte résiduelle, donc on a des traitements thermiques à prévoir sur les pièces. Sa maturité, elle est très élevée, c'est la technologie la plus mature actuellement en fabrication additive, avec beaucoup de sous-traitance de pièces, et c'est donc la technologie la plus développée et la plus utilisée. Voici quelques exemples. Donc, la technologie de fusion laser est donc très présente dans la production de pièces médicales. Donc, on retrouve pêle-mêle des implants dentaires, des implants pour le cœur humain, donc des cotyles, des prothèses de fémur et autres, des prothèses de hanche, pardon. Sa particularité, c'est qu'en réalisant des structures dites lattices, donc des treillis, on peut permettre une meilleure ostéo-intégration de la pièce dans le corps humain. Donc, on a une cicatrisation plus rapide pour le patient. Qui plus est, avec la capacité de personnalisation énorme de la fabrication additive, on peut créer des prothèses sur mesure selon le patient qui est en face. C'est une technologie qui est très présente également dans l'aéronautique. Vous avez ici l'exemple de l'injecteur de General Electric, qui est très présent sur la fabrication additive. Ils ont une division appelée donc, General GE Additive. Ici, par exemple, un injecteur de carburant. L'avantage de la fabrication additive ici a été utilisé pour simplifier l'assemblage. On est parti de 20 pièces pour n'en arriver qu'à une seule. Donc la pièce que vous voyez à l'écran, c'est une pièce monobloc qui est imprimée en une seule fois. Ça a augmenté la durée de vie de l'ensemble de plus de 5 fois et diminué la masse de 25%. Ça permet de réduire la consommation de carburant. On a amélioré la distribution de carburant également, car à l'origine c'était usiné, donc on avait des renvois d'angle aigus. Et là, on a des canaux optimisés à l'intérieur qui permettent une meilleure transmission de l'injection. Quelques exemples du coup de canaux complexes. Donc le conformal cooling, fabrication d'outillage refroidi localement sur ces arêtes, très utilisé pour les frappes et les déformations. Voilà quelques exemples. La fabrication additive en fusion laser permet de faire tout type de canaux en serpentin avec des retours éventuellement. Les seules contraintes qu'on peut retrouver, c'est principalement dans le dépoudrage. Comment accéder à un canal très complexe pour enlever la poudre à l'intérieur? C'est la seule considération à prendre en compte. Si on s'intéresse maintenant au faisceau d'électrons, donc appelé également EBM, donc le faisceau d'électrons, c'est un très proche cousin de la fusion laser. La seule vraie différence, finalement, c'est l'utilisation de la source de fusion. C'est-à-dire qu'ici, on va utiliser un faisceau d'électrons à la place d'un faisceau laser. Et c'est ce qui va conditionner toutes les différences entre ces deux technologies. Vu qu'on a un faisceau d'électrons, on a une réponse magnétique. On a une commande magnétique de ce faisceau, ce qui fait qu'on a une vitesse de lasage, enfin, plutôt de fusion, beaucoup plus rapide. Donc, on a une productivité bien plus élevée pour la fusion par faisceau d'électrons. Il faut en revanche avoir une chambre mise sous vide. Et on a également une détérioration des états de surface et de la précision globale due à l'utilisation du faisceau. Le faisceau d'électrons est un peu plus grossier, donc on aura une précision sur les pièces un peu réduite, par exemple de l'ordre de 0,2 mm
dans le cas de l'EBM, et une rugosité qui va être un peu plus élevée, entre 20 et 30 microns par exemple. On remarquera également qu'il n'y a actuellement qu'un seul constructeur pour l'EBM, qui est Arcam, et qui est donc le seul porteur actuellement de la technologie, et qui produit notamment en titane et en chrome cobalt principalement. Donc, même principe que la fusion laser, créer une couche de poudre. Vous allez fusionner sur cette couche de poudre les zones qui vous intéressent, éventuellement les supports. Vous allez baisser à nouveau, puis recréer une nouvelle couche de poudre, et ainsi de suite. La particularité également, c'est que le faisceau d'électrons permet de préchauffer la chambre, et notamment le lit de poudre, ce qui fait un pré-fritage du lit de poudre, et ce qui permet de limiter la quantité de support à mettre sur votre pièce, ce qui facilite le post-traitement et l'enlèvement des supports. Si on s'intéresse un peu aux applications, l'EBM est très présent dans les applications médicales, notamment du fait de sa rugosité élevée. Il favorise encore plus l'ostéo-intégration et finalement, on n'a pas besoin de post-traitement. On vient réaliser des coquilles, on vient réaliser des implants crâniens par exemple. On peut réaliser des pièces de moteur éventuellement. On a énormément d'applications pour l'EBM qui est quand même moins développé que la fusion laser actuellement. Mais il pourrait répondre à l'essentiel des applications de la fusion laser. Mecachrome, par exemple, a réalisé des pièces pour l'automobile avec le domaine de la F1. Voilà, des pièces à haute valeur ajoutée où le gain de poids est très significatif, donc à la fois dans l'automobile, dans l'aéronautique. Donc on vient réduire le temps copo sur cette pièce, notamment en faisant une pièce qu'on appelle near net shape, c'est-à-dire une pièce au plus proche des matières, plus proche des cotes. C'est-à-dire que là, on utilise la fabrication additive comme la création d'un brut préformé pour l'usinage. Donc, on va créer une pièce avec une surépaisseur, par exemple, de 1 mm, et l'usinage n'aura juste à usiner qu'un seul 1 mm, que 1 mm de peau sur toute la surface de la pièce. On a également des applications pour le secteur spatial, avec le titane, avec des pièces support de réflecteurs satellites. Si on regarde les points forts de l'EBM, donc on peut également construire des géométries complexes, tout comme la fusion laser. On a une productivité supérieure à la fusion laser, donc pour les notions de série, on commence à aller vers plus de productivité. Très faible contrainte résiduelle, donc pas besoin de post-traitement thermique en général. On va juste se contenter de détensionner dans la production avec le faisceau d'électrons qui viendra balayer ensemble. Vu qu'on a peu de support, on a moins de contraintes de reprise, et qui plus est, vu qu'on a moins de support, on peut également empiler les pièces les unes sur les autres. Dans le cas de la fusion laser, les pièces doivent être rattachées au plateau sous peine d'arrachement. Elles risqueraient de se balader dans la production s'il n'y avait pas de support pour les accrocher. Dans le cas de l'EBM, on va pouvoir les empiler sans se soucier de leur liaison avec le plateau. Donc on augmente encore plus la productivité de la machine en faisant de plus grosses productions à la fois. Les domaines d'application principaux, vu qu'on a principalement du titane et du chrome cobalt, on va être surtout sur le médical et l'aéronautique et le spatial également, même s'il y a beaucoup d'autres applications possibles. Quelques points faibles. La productivité, bien que meilleure que la fusion laser, reste faible. On est de l'ordre de 100 cm3. On a un coût élevé, même plus élevé que la fusion laser parfois. L'état de surface est encore plus dégradé que la fusion laser et est quasiment éliminatoire en général sur une pièce de BM, on reprend toutes les surfaces. Le temps de refroidissement, c'est-à-dire que la machine, bien que plus rapide pour créer la pièce en fusion, va avoir un temps de refroidissement pour redescendre à une température acceptable pour sortir les pièces. Donc, on rajoute finalement un peu de temps à la production et donc au final, on perd un peu en productivité. Enlèvement de la poudre, recyclabilité. Vu qu'on a un pré-fritage de la poudre, il est plus difficile de dépoudrer les pièces tout simplement. La poudre est un peu plus compacte et donc au final, à dépoudrer, on a plus de mal. Donc, il y a plus de temps de post-traitement et on ne peut pas se permettre tout ce qu'on pourrait avec la fusion laser. Et enfin, l'offre matériaux est relativement restreinte, principalement due au fait qu'il n'y ait qu'un seul constructeur actuellement. Donc, forcément, nous avons moins de puissance de frappe pour le développement de ces matériaux. Au niveau de la maturité, la technologie est déjà bien implantée. On a plusieurs sous-traitants EBM en France et dans le monde également. Donc, on a déjà des applications possibles. General Electric, par exemple, utilise cette technologie pour produire des aubes de turbines qui vont sur ces moteurs. Voilà pour les lits de poudre. Je vous propose maintenant de passer à l'apport direct,
qui se séparent donc en deux grandes catégories, des pots de poudre et des pots de fil. Si on s'intéresse aux dépôts de poudre, donc il existe plusieurs technologies pour les dépôts de poudre, mais elles sont toutes très similaires. Au final, le principe reste le même. On vient envoyer de la poudre sous un faisceau soit laser, soit d'électrons. Ici, on va envoyer la poudre sous un faisceau laser, le principe donc, du CLAD, qui a été développé par BIM, par exemple. Donc le procédé va envoyer deux faisceaux de poudre qui vont venir se croiser sous un laser, et c'est ce laser qui va fusionner la poudre sur un point bien précis. Cette buse, elle est fixée sur un bras robotisé ou elle est fixe au-dessus d'un berceau 5 axes type usinage. Ça permet de pouvoir épouser parfaitement la forme de la pièce, c'est-à-dire qu'on va projeter la poudre sur un substrat, sur une pièce déjà existante. Donc ça peut être soit un plateau, si on doit créer une nouvelle pièce, on va produire la pièce sur un plateau plan et on va venir ensuite découper cette pièce. Mais ça peut être aussi une pièce qui est déjà existante. Par exemple, on utilise beaucoup ce type de procédé pour la reconstruction de pales d'hélices de bateaux, par exemple. Vous avez un énorme arbre avec hélice pour les bateaux, eh bien, vous pouvez l'insérer dans votre machine et venir recharger une pale qui aurait pu être cassée ou abîmée, par exemple. C'est un procédé qui est indissociable de l'usinage. On fait une rugosité assez élevée dans ce cas-ci, et l'usinage doit être prévu à côté. Et c'est des machines qui sont très enclines à l'hybridation, donc à l'ajout d'une broche d'usinage dans la zone de production. Donc, voici par exemple la technologie développée par IREPA Laser qui s'appelle le CLAD, donc, qui est utilisée par les machines BIM. Voilà par exemple quelques données. Vitesse de dépôt 1200 mm par minute, 2 à 12 cm3 pour le microclad et 100 à 200 cm3 pour le macroclad. Donc ça veut dire qu'on a déjà des productivités bien plus élevées. On peut monter parfois à plus de 500 cm3 dans certaines applications. Si on refait le bilan pour cette technologie, donc les points forts, on a une grande productivité, on est déjà le double de l'EBM facilement, et on peut aller même plus loin en fonction de la puissance du laser. Son gros avantage, c'est l'ajout de fonctions, c'est-à-dire qu'en fusion laser et en fusion par faisceau d'électrons, vous pouvez ajouter des fonctions, mais uniquement sur une embase plane. Ici, vous pouvez ajouter des fonctions sur des surfaces gauches, sur des cylindres, sur des cubes, sur tout type de pièce, du moment que vous pouvez la fixer sur un berceau 5 axes et ensuite la promener sous le faisceau. Il est possible de faire du multimatériau. C'est beaucoup plus simple de faire du multimatériau tout simplement parce que vous n'avez pas de bain de poudre. Si vous faites un bain de poudre pour faire du multimatériau, vous allez vous retrouver avec un sandwich de plusieurs types de matériaux et au final, après l'époudrage, vous aurez gâché toute la poudre qui n'a pas été utilisée. Ici, vu qu'on apporte la poudre, on peut changer rapidement de matériau pour avoir un autre matériau disponible. Alors, évidemment, il faudra faire attention à la liaison métallurgique dans ce cas-ci, si on fait du bimatériau. Sachez par exemple que des recherches ont été faites, on peut faire du bimatériau cuivre-inconel dans certaines applications. Pour les domaines d'application, on s'intéresse beaucoup à l'aéronautique, mais surtout aussi aux industries mécaniques, ce type d'ajout de fonction sur des grosses pièces en général. Les petites pièces peuvent être aussi utilisées, mais on est en général sur des pièces assez grosses. Le point faible, justement, c'est sur cette géométrie. Les pièces restent tout de même simples. Les pièces produites restent tout de même simples. En dehors de l'ajout de fonction, c'est-à-dire l'ajout d'un bloc de matière qu'on réalise derrière pour créer la fonction, on a également la création de tubulures. Donc, on a des applications dans le domaine des échappements. Donc, typiquement pour la course automobile, on peut réaliser des tubulures, des pots d'échappement beaucoup plus complexes. Autre point faible, donc, c'est l'état de surface. Les états de surface ne sont même plus caractérisés à ce stade-ci. il y a beaucoup de RA, donc il faut prévoir tout simplement un usinage en général de toute la surface. Ou alors, on peut le laisser tel quel à condition que ce soit vérifié. La maturité de la technologie, donc on a beaucoup d'acteurs, mais relativement limité pour la fusion laser, mais on a beaucoup de développement en cours. L'avantage de cette technologie, c'est que les développements de matériaux sont très simples, vu qu'on approvisionne une poudre, donc une poudre plus grossière, donc il est plus simple d'acheter des lots de poudre pour faire le développement. Le procédé reste très R&D, c'est-à-dire que le procédé est moins automatisé, on a moins de réponses génériques pour ce type de procédé. C'est des procédés qui sont développés principalement par des instituts liés au laser. IREPA Laser, par exemple, est celui qui a développé la technologie. Donc, on a quelque chose de plus R&D dans le sens qu'on va répondre à chaque fois aux besoins clients. C'est-à-dire que c'est vraiment une adaptation en fonction du besoin. Et donc, ça nécessite du développement en amont.
On n'a pas d'offre générique simple en général. Le dépôt poudre ayant été fait, on peut parler rapidement du dépôt fil. Donc, on va rester sur le même principe que le dépôt de poudre. Simplement, ici, on change la poudre avec du fil. Donc, il existe plusieurs technologies, donc le WAM, par exemple. On vient déposer un fil sous un faisceau d'électrons, sous un arc. Même chose, on peut avoir une buse ou un berceau qui bouge en dessous de l'approvisionnement en fil qui passe sous un faisceau. On retrouve énormément de technologies, donc electron beam calibration freeform par Siaki, gas metal arc welding par Cranfield, plasma par l'NTIC, ion fusion formation par Honeywell. Ce sont essentiellement ici aussi des instituts de soudage avec voilà, de grosses compétences sur le laser ou sur le faisceau d'électrons. Le très gros intérêt de cette technologie, c'est sa productivité. C'est une technologie qui est très rapide, avec une productivité encore plus élevée que la projection de poudre. On dépasse parfois les 500 cm3. Elle permet d'ajouter des formes sur des embases, soit planes, soit gauches. Il est assez difficile de réaliser des débords, tout simplement du fait qu'on dépose un fil qui est donc soumis à la gravité, contrairement à la poudre qui elle, est projetée, donc non soumise à la gravité dans certains cas. On les utilise essentiellement pour réaliser des nervures sur des pièces, par exemple, ou des ajouts de fonctions plus complexes. Typiquement, si vous avez une carlingue d'avion à faire et vous devez la renforcer avec des nervures, au lieu d'approvisionner un brut d'épaisseur 20 cm en titane, vous allez approvisionner seulement un brut d'une épaisseur de 2 cm en titane et vous allez créer vos nervures dessus. En réutilisant ces nervures, vous avez économisé près de 90% du volume de toute la pièce en tant qu'OPO. Donc gain de temps, moins d'usinage à faire, gain de matière, beaucoup moins de matière à engager. Donc voilà, c'est tout. C'est énormément de bénéfices pour ce type de pièces. Qui plus est, on réalise ici aussi des pièces très grandes en général. On peut réaliser des pièces allant jusqu'à 3-4 mètres de long. Voilà ici par exemple un exemple avec le procédé WAM, Wire Arc Additive Manufacturing. Voilà, on est déjà à environ 500 cm3, donc 4 kg à l'heure environ. Et vous voyez ici en bas des nervures qui ont été réalisées sur une embase. Donc l'embase est brisée sur le bâti machine. On a quand même des déformations potentielles. Et donc cette embase va faire l'objet de l'ajout de structures qui vont être usinées par la suite pour réaliser les nervures. Si on fait le bilan de cette technologie, les points forts, donc la productivité, un ajout de fonctions relativement aisé, des pièces de très grande dimension réalisables, domaine d'application énormément en aéronautique, notamment pour les nervures, voilà, des carlingues d'avion par exemple, des renforts, réalisation de renforts sur des portes d'avion et autres. Dans la défense, évidemment, aussi toujours lié un peu à l'aéronautique ou sur des éléments blindés. Les points faibles, on reste sur des formes très simples. C'est vraiment de l'ajout de fonction et le but est vraiment l'économie du copeau. Justement, pour cette économie de copeau, on a forcément une ébauche qui est à usiner, c'est-à-dire que l'état de surface est encore plus dégradé que la projection de poudre. Donc là, voilà, type bonhomme Michelin. Donc à prévoir un usinage quasi systématique sur les pièces. Et donc l'état de surface qui est lié donc, à cet usinage. Sa maturité, on a relativement peu d'acteurs, même chose que pour la projection de poudre, on est encore très à l'état de R&D, donc ce sont des réponses toujours personnalisées selon les besoins des entreprises. Donc si l'entreprise a besoin d'un système de scanner en plus, s'il faut mettre le fil sur un bras robotisé ou fixer le fil et faire bouger l'embase, voilà, il y a énormément de possibilités. Voilà pour la présentation des technologies avec fusion. Maintenant, on va s'intéresser aux technologies sans fusion qui sont arrivées sur le marché. Donc, c'est là-dessus que le CETIM se positionne principalement désormais, même si on a toujours beaucoup de fusion laser chez nous. On met l'accent maintenant sur les procédés sans fusion. Et notamment pour parler de ces procédés sont très similaires, comme vous avez vu, ils passent toujours par la création d'une pièce à verre, puis d'un frittage. On va s'intéresser plus particulièrement au metal binary jetting, donc la pression 3D métal, donc projection de bilan sur les poudres. Tout simplement parce que c'est la technologie qui est actuellement présente au CETIM, donc on a beaucoup plus d'informations à vous donner là-dessus. Donc comme on le rappelle, on se différencie de la production par fusion, avec une étape de mise en forme et une étape de frittage. Et on va parler principalement du metal binary jetting, qui est la technologie où on a identifié le plus gros potentiel pour de la production série.
c'est la technologie qui offre le plus de potentiel pour une augmentation de la productivité, tout simplement, et pour casser les coûts, évidemment. Donc à chaque fois, on raisonne de la même manière. Donc ici, vous avez quelques exemples de producteurs, de constructeurs. Dépôt fil chargé, stéréotégraphie chargée, metal binder jetting et material jetting. Actuellement, si vous prenez le MBJ, il n'y a que 2 fournisseurs bien implantés, qui sont Digital Metal et X1. Digital Metal qui est suédois et une filiale de Gunas, et X1 qui est américain. Et tout le reste sont des systèmes qui arrivent sur le marché. Donc vous vous rendez compte qu'actuellement, nous avons 2 constructeurs. Et dans l'année qui vient, voire l'année suivante, on a déjà 5 constructeurs qui se dirigent sur le marché, et on a cité uniquement les plus gros. On a d'autres petits constructeurs qui arrivent sur le marché également. Donc le metal binder jetting est une étape de mise en forme couplée avec une étape de fritage. Voilà plus concrètement ce qui va se passer. Donc, en gardant le principe de la fusion laser, par exemple, on a notre plateau qui va s'abaisser d'une épaisseur de couche. Donc, dans le cas du metal binder jetting Digital Metal, qui est la machine qu'on a présente à Saint-Étienne, dans votre centre de R&D, on va s'abaisser donc d'une épaisseur de couche de 42 microns. On va déposer une nouvelle couche de poudre. Cette couche de poudre elle est déposée par un chariot qui vient déposer par vibration cette couche. Donc, on n'a pas d'interaction entre le chariot et le poudre. Une fois cette nouvelle couche créée, on va venir créer notre pièce en déposant de la colle, un liant, une encre. Cette encre va ensuite être durcie par chauffage dans un four séparé. Cette étape de mise en forme, elle est uniquement là pour pouvoir avoir une pièce qui soit manipulable. On va créer donc ce qu'on appelle une pièce à verre, mélange de poudre et de liant, qui va permettre d'être passée dans une étape de fritage. On va enlever le liant et sous l'action du fritage, notre pièce va se compacter. Notre pièce, elle est quasiment 100% dense quand elle est à verre, c'est-à-dire que c'est un mélange de poudre et de liant. Quand on va enlever le liant, une pièce va devenir poreuse. Typiquement, on met environ 20% de liant dans notre pièce. Donc, c'est-à-dire que notre pièce va se retrouver avec 20% de porosité à une étape. Puis, elle va passer en fritage. Sous l'action du fritage, les grains de poudre vont se coller entre eux et se rapprocher en faisant des colles. Vous pouvez voir en bas à droite. En se rapprochant, ils vont venir combler toutes les porosités déjà existantes dans la pièce, et la pièce va se compacter uniquement, cette fois-ci, avec ses particules métalliques. Donc on a une pièce qui va se compacter de presque 20%, due à la porosité originale. Concrètement, voilà ce qui se passe visuellement sur vos pièces. C'est-à-dire qu'on va partir d'une pièce à verre 20% plus grande que la pièce qu'on va produire derrière. Le plus gros challenge qu'on identifie actuellement en fabrication par metal binder jetting, c'est ce challenge, c'est maîtriser cette rétractation à 20%. Évidemment, elle n'est pas homogène, ça serait trop simple. Cette rétractation, en fait, va dépendre de l'épaisseur des parois, de la gravité dans le four. Donc, c'est tout un système qu'il faut appréhender, donc par retour d'expérience, évidemment, dès le départ, mais surtout par l'établissement d'outils de simulation. Vous voyez ici également, cette team s'intéresse beaucoup au polissage de surface pour reprendre ces pièces. En effet, ce procédé metal binder jetting permet de sortir un état de surface très propre, entre 3 et 10 microns, mais on reste en général au-dessus des normes requises par l'usinage, et donc des étapes de reprise de surface sont pas très loin. Immanquablement, l'impression 3D, il faut la comparer avec la fusion laser. La fusion laser étant la plus établie dans le monde pour la fabrication additive métallique, on ramène souvent nos technologies à cette technologie pour pouvoir voir les avantages et les inconvénients d'une technologie à l'autre. Un gros avantage de l'impression 3D, c'est que là, on n'a pas de support pour l'impression. On peut avoir potentiellement des supports pour le fritage, mais ces supports ne sont pas liés à la pièce. Ça veut donc dire qu'on peut imprimer notre pièce sans aucun support, donc on peut réaliser des canaux très complexes sans avoir besoin de les soutenir dans la production. Et on n'a pas de post-traitement à prévoir pour enlever ces supports. Les états de surface ne sont pas altérés par les supports, vu qu'il n'y en a pas. Et également, on a une très bonne homogénéité dans la production. Voilà. Un avantage de la fusion laser qui n'est pas cité ici, par contre, c'est qu'elle peut réaliser des pièces plus grosses. C'est-à-dire que le fritage de la pièce ici dépend de sa taille, c'est-à-dire que sa compaction va varier selon les épaisseurs de parois, et donc une pièce plus grosse sera plus difficile à maîtriser. Donc voici un petit film de Digital Metal, qui est donc notre fournisseur de technologie. Donc on a déjà une machine Digital Metal qui est installée à Saint-Étienne.
Une deuxième machine MBJ a été installée à Cluses au début de cette année-ci. À chaque fois, ce sont des plateformes partagées. On a un ensemble de partenaires qui ont travaillé autour de cette machine. Donc, on a un axe R&D commun, des axes R&D personnalisés sur les personnes, et il y a des productions spontanées qui doivent être faites pour chaque partenaire. Vous voyez ici, il y a eu le dépôt d'une couche de poudre, et ici, ce que vous voyez, ce sont les deux têtes d'imprimante qui sont en train de déposer le liant sur la production. Donc, c'est une production de pièces donc douce au final, parce qu'on n'a pas de fusion. Donc, la pièce ne subit aucune déformation thermique, si ce n'est le frittage évidemment, et elle ne subit aucune contrainte résiduelle. Donc, on limite énormément également les traitements thermiques à appliquer sur la pièce. La pièce n'est pas liée au plateau, donc on peut la dépoudrer directement et la sortir du plateau sans aucun autre post-traitement. Donc ici, vous voyez une pièce à verre, qui est une carte de visite. Vous voyez ici le dépoudrage à la main des pièces à verre. Alors, une autre problématique, en plus de maîtrise du frittage, c'est l'automatisation de ce dépoudrage. Le dépoudrage en MBJ est assez long et fastidieux, étant donné qu'on produit beaucoup de pièces à la fois et qu'elles sont en général très complexes et potentiellement très fragiles. Donc, on travaille également sur de l'automatisation de ce processus. Actuellement, les matériaux les plus développés, ce sont les 316L et les 174pH. Il y a énormément de développement de matériaux en cours. On est très présent dessus avec notre partenaire Digital Metal. Donc, on est présent sur du titane, sur de l'inconel, sur des aciers-outils, des carburants de tungstène et autres. Finalement, au niveau du spectre matériaux réalisables, on change complètement par rapport aux fusions classiques. C'est-à-dire que les fusions laser et faisceaux d'électrons, ce sont plutôt des matériaux soudables qui réagissent au laser et aux faisceaux d'électrons. Ici, dans notre cas, on est plutôt sur des matériaux fritables. Finalement, on est très proche du procédé de Metal Injection Molding, qui consiste également à produire une pièce à verre, mais celle-ci par injection. Et donc, au final, on a tous les matériaux utilisés en mime qui pourraient être utilisés pour ce type de technologie. Donc, tous les aciers-outils et les pièces voilà, acier inoxydable principalement. Et donc, des aciers principalement mécaniciens. Voilà. Quelques exemples de pièces. Donc, vous remarquez que les pièces du MBJ sont relativement petites. On peut faire des pièces plus grandes, mais on aura plus de difficultés à maîtriser le dimensionnel. Le MBJ se place principalement sur des pièces des dimensions que vous voyez ici, c'est-à-dire des pièces de la taille d'une balle de golf, pour faire simple. Au-delà, on peut les produire évidemment, mais on aura moins d'exactitude. Ici, sur des pièces de la taille d'une balle de golf, on vient garantir une exactitude à 0,1 mm d'écope en général, avec des RA aussi entre 3 et 10 microns. Ça permet de réaliser des pièces très fines, avec des états de surface qui peuvent être acceptables dans certains cas, sans nécessité de reprise et de finition. Un gros avantage que vous pouvez voir sur les vis que vous pouvez voir ici, c'est qu'également on a une exactitude suffisante pour réaliser des pièces fonctionnelles et imbriquer entre elles. Des pièces qui peuvent bouger entre elles, des éléments mobiles. Vous voyez ici un exemple de production pour vous donner une idée de la productivité de cette machine. C'est-à-dire que là, on a produit une box complète. Donc là, on a un volume d'environ 200 par 200 par 60 mm de haut. Qu'on a produit en 24 heures. C'est-à-dire que là, quel que soit le type de pièce présente dans cette production, du moment que la hauteur est équivalente à cette box, on fera 24 heures de production. Donc, bien entendu, plus la pièce est complexe, plus on sera rentable par rapport au procédé traditionnel. Avec, par exemple, voilà, ces turbines avec des canaux d'évacuation particulièrement complexes. Voici quelques données sur les pièces que l'on produit en fabrication additive. En metal jetting. Donc, on les a comparés avec les normes de mime et les normes de laminé. Donc, on voit qu'au final, après frittage, on est très très proche des valeurs mime. Donc, d'ailleurs, on est soumis aux exigences des normes mime dans le cas de cette technologie. On reste tout de même en dessous des normes généralement de laminé, évidemment, mais on est équivalent à des normes mime qui sont déjà utilisées dans l'automobile et d'autres applications. Globalement similaire au mime. Quelques exemples de rugosité. Voilà, en haut, les rugosités liées à la fusion laser et en bas, les rugosités liées à l'impression 3D, donc par projection de liant. Donc, on voit une très grosse nette différence, c'est-à-dire qu'on n'a pas de poudre pulvérulente, c'est-à-dire qu'en fritage, toute la poudre est fusionnée, fritée en l'occurrence, avec le reste des éléments. Donc, on n'a pas de relargage de poudre possible avec cette technologie.
Là où en fusion laser, on va avoir des post-traitements à prévoir pour empêcher le relargage de poudre. C'est essentiel, par exemple, pour un implant médical, pour être sûr de ne pas avoir de poudre présente dans le corps humain. Quelques points forts, géométrie très complexe, très peu de support, pas de contraintes résiduelles, beaucoup moins cher que la fusion laser, état de surface bien meilleur que les autres procédés. Domaine d'application, plutôt dans le médical, les petites pièces mécaniques et les pièces de design très, très évoluées. Les points faibles, actuellement c'est très jeune, donc on a une offre matériaux réduite, donc plutôt acier inoxydable, même si le titane est maintenant disponible à nouveau, il est disponible à la vente également. Uniquement pour les petites pièces, en général inférieures à 10 cm en taille, même si on peut aller plus haut, si on a des zones de production plus grandes et une meilleure maîtrise du frittage. Propriétés matériaux et la propriété résiduelle relativement restreinte. Voilà, on n'est quand même équivalent du mine, c'est pas non plus un état laminé. On est suffisant pour les applications mécaniques, mais voilà, sur les notions de fatigue, par exemple, on a encore un peu de porosité. On est vers 98% de porosité en général sur nos pièces, donc ça peut être éliminatoire dans certains cas, même si des traitements thermiques permettent d'améliorer ça. La maturité est encore assez faible, vu que la technologie débute. Au Saint-Etienne, on était les premiers en France à recevoir cette machine, et c'était en 2017. Maturité, donc très peu d'acteurs actuellement, seulement 2, mais beaucoup arrivent sur le marché au même moment. On surveille de très près. Technologie récente, peu connue, comme je le disais, et une technologie donc toujours en phase de développement. Voilà, donc ici un récapitulatif. Donc j'ai déjà parlé un peu de tout l'ensemble indirectement, donc on va passer rapidement sur cette slide. Voilà, si vous avez besoin un jour de comparer les technologies entre elles. On arrive à la fin de la présentation, donc quelques exemples d'avantages liés à la fabrication additive. Si un jour vous vous demandez si votre pièce est intéressante en fabrication additive, posez-vous ces questions. Est-ce que vous auriez un intérêt à avoir ce type d'avantage dans votre pièce? C'est-à-dire, est-ce que votre pièce a un intérêt à être plus légère, un intérêt à être personnalisée en fonction des besoins clients? Est-ce qu'elle a un intérêt à avoir une texturation de surface? Est-ce qu'elle a un intérêt à avoir des canaux internes de refroidissement? Est-ce que vous pourriez simplifier l'assemblage avec, si vous aviez plus de liberté? Si vous répondez oui à certaines de ces questions, en général, la fabrication additive peut être intéressante pour votre pièce. Donc n'hésitez pas. Voilà. Réduction d'assemblage, optimisation topologique, allègement et autres. Évidemment, toujours vérifier le coût une fois que vous aurez déterminé s'il y a un intérêt. Ne jamais confondre intérêt et pertinence de la fabrication additive. Votre pièce peut avoir un très gros intérêt en fabrication additive, mais il faut toujours vérifier les coûts derrière. Ça va être une technologie relativement chère, donc vérifiez les coûts pour vérifier la pertinence de votre pièce. Pour conclure, voilà un petit bilan sur les grands enjeux actuellement pour la fabrication additive métal, sur lesquels le CETIM est présent. On est actuellement sur une augmentation de la productivité et une baisse des coûts. La fabrication additive métal est encore assez chère et a encore trop peu de productivité, même si le metal binding jetting vient améliorer un peu ça et que les projections de poudre en ont encore un peu, mais on est encore en besoin d'une augmentation de la productivité actuellement. Les finitions de surface sont rarement acceptables. On a régulièrement des usinages à prévoir. Donc, on travaille beaucoup sur les moyens de reprise de pièces. On fait beaucoup de veille sur les moyens sur de tribofinition, de reprise de surface hybride. Enfin, on a la qualification. Voilà, des pièces qui partent en aéronautique ont besoin d'une qualification très précise, très exigeante. Comment accompagner les entreprises dans ce domaine. Et finalement, il y a assez peu de qualifications, de normes qui existent pour la fabrication additive actuellement. Donc, il y a un gros travail sur la normalisation pour pouvoir adapter ces normes, les normes de qualification à la fabrication additive. Disponibilité des matériaux, on a également du développement de matériaux à prévoir. Voilà, actuellement, l'offre matériaux est trop restreinte et notamment pas assez d'acier mécanicien pour vraiment intégrer le tissu industriel français. Et enfin, un des plus gros problèmes actuellement auxquels on se heurte, de plus en plus de machines sont vendues à des entreprises. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de problématiques HSE, vu que la fabrication additive utilise énormément de poudre, de la poudre fine, qui peut poser des problèmes d'hygiène, de sécurité, d'environnement évidemment. Voilà, donc la poudre peut être potentiellement toxique au toucher, à la respiration, on peut avoir de la poudre explosive, on peut avoir de la poudre qui peut se charger en éléments interstitiels, qui peut s'oxyder à l'air libre. Donc il y a toute une sécurité à prévoir autour de cette poudre et autour finalement de l'utilisation du moyen de fabrication additive dans sa globalité. Et c'est des coûts supplémentaires à intégrer et sur lesquels on doit sensibiliser la plupart de nos partenaires. Je vous remercie pour votre attention. Je suis ouvert à toute question. N'hésitez pas.
J'en ai une concernant justement les différents procédés. Est-ce que des études ont été faites concernant tout ce qui est étanchéité des pièces et tenue à la pression, animation, pour obtenir les différents procédés? Alors, donc, monsieur nous demande donc la tenue à l'étanchéité, si vous me permettez, la tenue à l'étanchéité des pièces de fabrication additive et tenue à la pression. Alors, au niveau étanchéité, il n'y a pas de souci. En général, les porosités, on n'a pas de porosité débouchante. On n'est pas des milieux poreux dans la plupart des technologies. En général, nos pièces en général sont à 99% de densité, donc on n'a pas de souci de passage. Au niveau de la résistance à la pression, je n'ai pas connaissance de problématiques vraiment développées sur le domaine. On n'a jamais été vraiment soumis à un problème de pression. Quand on fait nos dimensionnements de pièces, par exemple, on prend en compte les états de surface, si c'est la question. Donc, nos pièces sont toujours dimensionnées pour résister à une pression équivalente. J'ai jamais vu de pièce. Surtout lié à la porosité des pièces, ouais, la sous forte pression qui pourrait avoir des prises d'eau dans les pièces, suivant les différents procédés qui sont mis en œuvre d'aptitude Alors, donc une solution, si la porosité est inquiétante, il y a une solution toute simple qui est le HIP, en fait, ou compression hydrostatique à chaud en français. Donc, on vient en fait comprimer notre pièce à plus de 1000 degrés à plus de 1000 bars, en fait. On est à 1000 bars, 1000 degrés pendant près d'une heure pour le titane, par exemple. Et en fait, cette action va faire écraser toutes les porosités internes de la pièce. C'est-à-dire la pièce va s'écraser sur elle-même, donc si elle a 1% de porosité, elle va se réduire aussi d'1% en taille. Et ça permet absolument quasiment 99,9999% des porosités internes. Donc, ça nous sort en fait une pièce totalement dense. Et c'est aussi un procédé qui est utilisé pour les éléments sous pression, évidemment, et aussi beaucoup pour l'aéronautique. C'est ce qui permet d'assurer une qualité matière au top. Merci, Monsieur Charon, pour votre excellente présentation. On va passer aux questions en ligne de notre audience. N'hésitez surtout pas à nous soumettre vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tentons d'y répondre. Première question, Monsieur Charon, vous avez parlé d'augmentation de la productivité. Quelles sont les pistes pour la fabrication additive? Alors, donc si je reviens sur la slide. Alors pour la productivité, en effet, donc toutes les technologies actuellement cherchent à augmenter leur productivité parce qu'on est très indiqué pour du prototypage, mais déjà les petites séries on commence à avoir du mal. Par petite série, je veux dire une petite série pour la fabrication additive actuellement c'est 20 pièces. Hein. Donc justement, on veut augmenter cette taille de série. Parfait, merci. Donc on veut augmenter la productivité. Donc technologie par technologie, la fusion laser actuellement pour augmenter sa productivité. La principale solution qui est retenue, c'est l'augmentation du nombre de sources laser. C'est-à-dire qu'on commence à saturer au niveau des miroirs. Donc, on augmente la puissance et surtout, on augmente le nombre de lasers. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait des machines, en général, avec un laser, voire deux. Maintenant, on a des machines qui arrivent avec 4 lasers, voire 8 lasers dans certains constructeurs. Donc, c'est sur les sources laser qu'on va agir pour la fusion laser sur les pots. Pour la fusion par faisceau d'électrons, on va intégrer des systèmes pour refroidir plus rapidement la production, parce que c'est ça qui clairement prend du temps, c'est la mise sous vide de la chambre et le refroidissement de la chambre. Là où justement on voit une très grosse opportunité pour les procédés indirects, c'est pour le metal engineering par exemple. Vous avez vu qu'actuellement on produit avec 2 têtes d'imprimante. Ces têtes d'imprimantes, on peut les multiplier beaucoup plus facilement que les sources laser. C'est-à-dire qu'en montant, on a calculé déjà qu'en montant à 4 têtes d'imprimante au lieu de 2, on va monter à 60% de productivité en plus. Si en plus, on optimise le déplacement des têtes pour aller déposer du liant qu'aux bons endroits, on va gagner encore plus en productivité. À terme, tous les grands constructeurs qui arrivent en ce moment sur cette technologie vont tous proposer un portique, c'est-à-dire un portique qui fait toute la zone de production et qui, en une seule passe, va déposer la poudre et le liant en une seule fois. Actuellement, nos têtes d'imprimante font un S au-dessus de la production. Tout simplement. On perd du temps avec ça. On a la vitesse de mise en couche, évidemment, et de mise en couche qui est importante également. Et enfin, on a pour les machines de projection de poudre ou de dépôt fil, on va en général augmenter la puissance du laser pour laser encore plus vite ce qu'on en vend. Très bien, merci. Alors, question suivante. Pourriez-vous préciser comment se fait la rétractation de 20%, s'il vous plaît? Est-ce une homothétie par rapport au centre de la pièce?
Alors oui, alors donc c'est nomothétie, en effet, c'est par rapport au centre de gravité. La pièce va se réduire autour du centre de gravité. Tout simplement, donc il y a de l'espace vide autour des grains de poudre. Et les grains de poudre vont former ce qu'on appelle des cols, c'est-à-dire qu'ils vont se coller au fur et à mesure entre eux et s'unir ensemble. Donc le procédé est beaucoup plus réglé que ça. Il faut un ingénieur matériaux pour vous en parler à ce stade-ci. Voilà, donc on a un retrait autour du centre de gravité. La problématique, donc c'est assez simple à anticiper pour une pièce qui est relativement compacte sur elle-même. C'est relativement plus difficile si on a une pièce, par exemple, qui est très longue. Si on a une pièce très longue, on va avoir un retrait plus difficile à maîtriser selon le sens longitudinal, par exemple. Oui. Qu'en est-il de la résistance à la corrosion, que ce soit hydrochimique, l'électrolyse, etc. pour ces pièces-là? Alors, pour la résistance à la corrosion, au niveau aussi la porosité, ce qu'il y a comme solution. Oui, corrosion par piqûre, on parle des 300, ouais, bien sûr. etc. Alors, niveau corrosion, en général, les pièces fabricatives ont du mal. On a toujours des mauvais résultats en général, principalement dû à l'état de surface. Donc, si on veut éviter la corrosion, c'est un usinage de l'état de surface extérieur. Donc, polissage au moins, usinage pour vraiment avoir un état de surface le plus poli possible. On n'a pas trouvé de meilleure solution, et c'est vrai que le comportement est en général assez dégradé pour la corrosion. Et puis, la problématique aussi, c'est qu'on n'a pas beaucoup de matériaux résistants à la corrosion qui sont mis en œuvre, finalement. Les aluminiums résistants à la corrosion, on n'en a pas trop qui sont mis en œuvre pour l'instant. Oui, enfin le 316 à part. Par celui-là, oui. Ouais, j'ai souvent des demandes pour de l'aluminium en fait, c'est pour ça. Je vais poser une dernière question. Quelles Oui. sont les limitations géométriques angulaires du métal binder jetting? Les limitations angulaires. Alors, limitations angulaires. Limitations géométriques angulaires. Ah oui, est-ce qu'on peut faire des angles vifs au final? Comme tout procédé de fabrication additive, on aura du mal à faire des angles vifs en tout cas. Il faut prévoir un usinage derrière pour avoir un vrai angle vif. On aura toujours un élément on aura toujours un angle légèrement arrondi. Donc ça varie selon la technologie. Dans le cas de la fusion laser, on est forcément arrondi parce qu'on a un spot laser, un faisceau laser qui est rond. Dans le cas du metal band jetting, vu qu'on dépose une goutte de colle, cette goutte de colle, bien que parfaitement paramétrée en général, elle a une légère imprégnation autour d'elle. Elle va donc humidifier la poudre autour d'elle. Donc on aura toujours une arête cassée en forme de congé sur les pièces. Alors, une question. Une question, vous parliez sur la fin de risque HSE, sur la gestion de la des profils. C'est particulièrement sur la fabrication, ou est-ce que ça peut aussi se répercuter sur l'utilisation de la pièce avec le relargage un peu de... Alors, donc oui, donc la question c'est, au niveau des risques HSE, est-ce qu'on est plutôt sur les risques HSE en production ou lié au relargage de poudre? Concrètement, les risques HSE en production, on en a relativement peu, parce que quasiment l'immense majorité des machines, sauf celles de R&D, sont carénées et sont en général soit inertées, soit sous vide. Donc là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque de contamination par la poudre. En effet, les risques HSE principaux, on les identifie à l'utilisation de la pièce. Si c'est la fusion laser et qu'on a du relargage de poudre, en effet, ça peut être toxique. La poudre de titane dans le corps humain, on essaie d'éviter en général. Ça passe par du sablage de pièces, évidemment, des vérifications de propreté. Demander à des instituts de venir identifier si on a de la saleté sur nos pièces, au même titre qu'on vient identifier si on a des résidus de lubrifiant sur nos pièces, par exemple. Et une autre problématique HSE, finalement, la plus grosse problématique HSE, c'est quand on sort la poudre de la machine. C'est quand on doit récupérer la poudre non utilisée pour la recycler et la renvoyer dans la production. Là, c'est le moment le plus critique, parce qu'on va manipuler la poudre avec un opérateur. Donc, c'est l'opérateur qui est plus exposé à ce stade-ci. Une dernière question. Une dernière question, éventuellement? Non, on va vous laisser conclure, du coup. Alors, sinon, on peut faire une dernière question en ligne. Comment les pièces réagissent-elles en fatigue? Et existera-t-il une machine qui réalisera de la fusion laser et l'usinage simultanément? Alors,
Au niveau de la fatigue, donc le principal point critique pour les matériaux en fabrication additive pour de la fatigue, c'est leur rugosité externe. Vous faites un début de fissure beaucoup plus simple, avec une rugosité difficile à l'extérieur. Et la porosité interne. La porosité interne, on arrive à l'enlever grâce à des traitements thermiques type HIP, ou en travaillant sur le procédé pour avoir le moins de porosité interne. Donc là, c'est une question de densité de pièce. Hein. Si vous avez une pièce dense à 99%, elle ne tient pas bien mieux qu'une pièce dense à 96%. Donc ça va dépendre de votre procédé et de votre maîtrise. Pour la rugosité externe, il existe tout simplement les finitions, les usinages, pour reprendre l'extérieur des surfaces et faciliter la tenue. Et évidemment, coupler ça avec des analyses de fatigue pour vérifier qu'on tiendra bien le choc. L'autre partie, l'usinage avec de la fusion laser. Alors, il y a une problématique, c'est d'usiner en plein dans un lit de poudre. Et en fait, ça existe déjà. Il y a déjà des constructeurs qui réalisent des machines qui sont des hybrides entre fusion laser sur lit de poudre et usinage. Alors, je n'ai pas en tête le nom de la personne qui fait ça. C'est un centre R&D qu'on a pu voir, par exemple, à Formnext, qui est un salon de la fabrication additive qui se déroule à Francfort, qui se déroule bientôt d'ailleurs. Donc oui, ça existe déjà, cet usinage dans le lit de poudre. Même si c'est très au stade R&D, vous vous doutez bien que pour usiner en plein dans un lit de poudre, c'est assez complexe. De mémoire, il y a une aspiration du lit de poudre autour de la pièce pour pouvoir usiner directement après, par exemple. On vient nettoyer l'ensemble autour parfois. Et je vais vous prendre une dernière question. Vous montrez un échangeur de chaleur qui fait 4 mètres de haut. Est-ce qu'il s'agit d'un assemblage de pièces ou existe-t-il des plateaux aussi hauts? 4 mètres de haut, alors je ne me rappelle plus de quelle pièce il s'agissait. Non, des machines aussi hautes, non, impossible. Là, on est les hauteurs de machine maximales. Dans le cas du lit de poudre, on doit monter à 500 mm. Ça m'étonnerait qu'on ait une machine à 1 mètre. Donc là, c'est plus un assemblage. Je pense que la pièce que vous avez vue est en fait une production successive de plusieurs niveaux qui ont été soudés entre eux par la suite ou assemblés. On avait une dernière question au fond, rapidement. Le frittage, que vous avez parlé à Oui. VM, c'est un four qui comprime, vous définir un peu plus? Oui, alors qu'est-ce qu'est concrètement le frittage en MBJ? Donc concrètement, on a un four qui va travailler sous atmosphère. Alors nous, on travaille en argon hydrogéné. On peut fonctionner aussi en azote hydrogéné ou sous hydrogène tout simplement. On a une très légère dépression et surtout, en fait, on va simplement chauffer jusqu'au point juste en dessous du point de fusion du matériau. Par exemple, notre four de fritage pour de l'acier inoxydable, on va monter aux alentours de 1365 degrés avec une rampe contrôlée à quelques degrés par minute. Et on va faire un palier à ce stade-ci. Voilà, tout simplement. Et le refroidissement est libre. Donc, c'est un cycle relativement simple. C'est un four de fritage lambda qu'on retrouve chez tous les mimeurs en France, en Espagne. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici, niveau timing. Ouais. Les techniques de l'ingénieur short. Je vais conclure. C'est technique. C'est bon, parfait. C'est la fin de votre webinaire du nouveau en fabrication additive vers une production agile et au plus juste. Merci à notre intervenant, Monsieur Charon. Merci à nos partenaires, le CETIM et la FIM. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir.